Yada di da day, yada di da di, yada day, yada di da day, yada di da day day. Yada di da day, yada di da di, yada day, yada di da day, yada di da day day. Yada di da day, yada di da di, yada day, yada di da day, yada di da day day. Yada di da day, yada di da di, yada day, yada di da day, yada di da day day. Bonjour, c'est Guillaume, bienvenue dans cette web chronique numéro 7. Certains me connaissent déjà pour mes travaux sur internet, d'autres me découvrent aujourd'hui. Alors suite à la dernière web chronique, j'ai reçu quelques emails. On m'a demandé à quoi servait cette web chronique. Et bien tout simplement, mon but c'est de vous faire découvrir de nouveaux sujets, de nouveaux concepts, évidemment aussi de faire découvrir mes travaux, mes e-books, mais surtout vraiment, moi ce qui m'intéresse c'est de partager toutes ces choses que j'ai apprises, et j'espère que ça vous permettra vous aussi d'élargir vos connaissances et votre vision du monde et de tout ce qui existe. Alors on avait parlé dans la dernière web chronique de l'échelle de Kardashev et des travaux de Carl Sagan. L'échelle de Kardashev avec donc les civilisations de type 1, 2 et 3, et l'échelle de Sagan avec l'évolution d'une civilisation de type 0. Alors aujourd'hui, donc je vais poursuivre ma lecture. Comme vous savez, ma marque de fabrique, c'est de vous lire toutes les choses que j'ai pu trouver sur les sujets que j'aborde. Alors voici la lecture du jour. Si l'on considère l'échelle de Kardashev comme un schéma prédictif, voire normatif, d'un avenir technologique attendu, plutôt que comme une simple échelle de consommation énergétique, elle en devient téléologique et nous prédit une fin de l'histoire. Vue comme une description du passé et de l'avenir de l'histoire de l'humanité, elle pourrait être comparée à la théorie marxiste des modes de production qui comporte aussi des propositions sur les interactions entre technologies et structures sociales, bien que sur une période plus courte. Alors une petite remarque personnelle au passage, si on passe un jour d'une civilisation donc, de type 0 à une civilisation de type 1, il faudrait avant ça passer par la fusion nucléaire, des ascenseurs spatiaux, la création d'une civilisation, d'une cité universelle. Ça signifierait tout simplement que l'humanité deviendrait une entité à part entière, et non plus une séparation de pays ou d'idées comme on fait actuellement, où chacun développe sa technologie, etc., où chacun souhaite obtenir de l'énergie pour se développer. Je pense que passer à une civilisation de type 1, c'est aussi augmenter notre façon dont on voit les choses et dont on interagit avec les autres peuples et les autres pays pour pouvoir construire ensemble justement une civilisation plus avancée. Voilà ma conception. Alors, toutefois, dans la théorie de Kardashev, il y a quelques faiblesses. Alors, je continue ma lecture. Il a été avancé que, comme nous ne pouvons comprendre les civilisations avancées, nous ne pouvions prévoir leur comportement. Alors, les visions de Kardashev peuvent ne pas correspondre au devenir de civilisations avancées. Cet argument est développé dans l'ouvrage Evolving the Alien, The Science of Extraterrestrial Life de Jack Cohen et Ian Stewart. Il est aussi possible que des conditions uniques sur Terre puissent permettre à des technologies particulières de se développer rapidement, alors qu'elles auraient été retardées pour des civilisations ne bénéficiant pas de telles conditions. La liste de ces conditions présumées spécifiques à la Terre, des découvertes qu'elles ont permises, est plutôt longue. Voici quelques exemples. Une civilisation qui n'aurait pas colonisé les continents et serait restée exclusivement aquatique, n'aurait pas pu découvrir le feu et serait restée ignorante dans le domaine de la sidérurgie. Si l'invention du procédé d'électrolyse par Paul Héroult et du procédé d'extraction par Bayer n'avait pas eu lieu à la fin du XIXe siècle, les technologies dépendantes de l'aluminium, telles la construction aérienne et astronautique, en auraient été retardées d'autant. La Lune provoque les marées et protège la Terre, au moins partiellement, d'astéroïdes, de comètes et du rayonnement cosmique. Beaucoup de découvertes furent essentiellement accidentelles, comme celle de la pénicilline. D'autres posent sur des considérations théoriques, comme celle du transistor. Il est possible que les conditions nécessaires à la formation des hydrocarbures, du charbon et du gaz naturel n'aient pas été remplies sur d'autres planètes. Ces combustibles fossiles furent indispensables pour nous rendre provisoirement indépendants du bois et des combustibles animaux. Bien que les énergies hydrauliques, éoliennes et solaires soient connues depuis longtemps, elles se sont peu développées jusqu'à ce que des techniques industrielles des matériaux améliorent leur rendement. Ces techniques, grandes consommatrices d'énergie, n'auraient pu être elles-mêmes développées sans source d'énergie suffisante. Une observation similaire vaut pour les réacteurs nucléaires, source d'énergie bien plus puissante, qui n'aurait pas été réalisable sans les combustibles fossiles, n'y compris les ressources limitées en minerais d'uranium.
Concernant les centrales nucléaires, j'en reparlerai dans une prochaine web chronique. La perception humaine reste entachée d'un biais naturel concernant les voies de développement énergétique de la civilisation humaine. Durant les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, les sociétés hyper-industrialisées ont continué de fonctionner. Beaucoup se sont tournés vers la recherche d'alternatives technologiques énergétiques à grande échelle, dans l'optique qu'elles puissent fournir l'énergie nécessaire à la poursuite du développement industriel et commercial, même si la production d'énergie fossile venait à se tarir. Ce développement obtenu, il est possible qu'une société puisse croître sans passer par une étape de production d'énergie fossile. Cette version de l'argumentation de Buckminster Fuller sur l'énergie solaire est conforme à l'idée de Paul Hawken d'une écologie industrielle selon laquelle l'utilisation d'énergie fossile n'est ni essentielle ni souhaitable, étant donné ses nuisances et l'existence de sources d'énergie de substitution. Les principes de fonctionnement de la pile à combustible furent découverts par Christian Friedrich Schonbein dès 1838 et que leur application par Sir William Grove débuta en 1843, bien avant la généralisation de l'utilisation des énergies fossiles autres que le charbon, ce qui rend plus plausible encore qu'une civilisation extraterrestre ait eu recours à la pile à combustible en lieu et place des hydrocarbures. L'exploitation industrielle du pétrole, initiée par Edwin Drake, ne commença que dans les années 1850. Excusez-moi. Ah, on me dit que j'ai Geneviève de Fontenay en duplex. Bonjour Geneviève. Ah, bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Vous aimez bien ma chronique amateur, alors, d'après ce que je sais? Alors là, je dis chapeau. J'ai même entendu dire que c'était votre chronique amateur préférée. C'est là où on voit que c'est difficile de faire un choix. J'en ai jamais vu une comme ça. Il paraît que vous aussi, vous avez fait des web chroniques? J'en ai fait pas mal, maintenant j'en fais un peu moins. Et que pensez-vous de moi? Vous savez que je vous aime bien. Et sinon, pour les sujets? Sinon, ça va, c'est très bien. Vous avez reçu mon petit cadeau? Je suis très honoré, très touché par cette attention. Vraiment, ça me touche énormément. À part ça, j'ai des amis qui souhaiteraient vous poser une question. Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Moi, j'en sais rien, puis je m'en fous. Un conseil où aller en France pour les vacances? Si vous allez dans l'Aude, du côté de Cahors, de Sarlat, dans le Périgord noir, c'est une région magnifique et tout. Mais la France, c'est ça, c'est que chaque région a sa spécificité. Si vous allez en Alsace, vous avez des coins magnifiques, le Haut-Gonnesbourg, en Lorraine, en Côte Basque. C'est ça la France, c'est que c'est la diversité partout, avec ses produits, avec ses coutumes, avec son folklore, son terroir, que je défends bec et ongle depuis quelques années déjà. Un mot pour la fin? De la dignité en toutes circonstances, respect de soi, respect des autres. Eh bien, merci Geneviève. Merci à vous. J'embrasse tous les internautes. La prochaine fois qu'on se voit, j'espère que je pourrai dire bonjour à Miss France. Bah oui. Pourquoi pas? Bon, je dois terminer l'émission. À bientôt. Voilà, c'était Geneviève. Eh bien, je vous dis merci d'avoir suivi cette web chronique. J'espère que vous avez aussi suivi les précédentes. Et je vous dis à la prochaine web chronique où on continuera de parler de l'échelle de Kardashev. À bientôt.